Bonjour à tous, Katia Chassagne, directrice de rédaction aux éditions LexisNexis. Bienvenue dans ce webinaire organisé par les éditions LexisNexis et l'Association des juristes de Sciences Po, consacré aux nouvelles autorités de régulation. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Michel Prada, ancien président de l'autorité des marchés financiers, Anne Maréchal, directrice des affaires juridiques de l'autorité des marchés financiers, et maître Daniel Cadar, avocat associé au cabinet Reed Smith. Bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Alors, quelques mots d'introduction simplement pour présenter le partenariat entre l'Association des juristes de Sciences Po et LexisNexis. Donc, ce partenariat existe depuis 2013 avec la mise à disposition sur Lexis 360 de la revue des juristes de Sciences Po, qui a été créée en 2009. C'est une revue semestrielle bilingue qui est donc disponible en ligne depuis son premier numéro en 2009. Depuis l'année dernière, LexisNexis compose et imprime les numéros de la revue en format papier avec une nouvelle maquette. Et ce partenariat s'enrichit avec l'organisation de webinaires thématiques. Donc le premier webinaire d'aujourd'hui coïncide d'ailleurs avec la parution du dernier numéro de la revue consacré à la privatisation de la justice sous la direction scientifique de monsieur Pierre Servan-Schreiber. Je profite de ce petit mot d'introduction pour remercier Carla Stasiela et Stanislas Julien Stéphens qui sont rédacteurs en chef de la revue et tous deux étudiants à l'école de droit de Sciences Po et qui ont contribué donc à l'organisation de ce webinaire. Merci donc à tous les deux. Alors, ce webinaire se déroulera en deux temps. Les interventions de nos trois invités, puis un temps consacré aux questions. Donc, chers participants, vous pouvez déjà poser des questions à l'aide du menu déroulant qui se trouve à droite de votre écran. Voilà, donc il est temps pour moi de laisser la parole à nos invités et d'abord à Maître Cadar. Merci et bon webinaire. Merci Madame Chassagne, Daniel Cadar, donc bienvenue. Nous sommes très heureux également, enfin Reed Smith, de participer à ce webinaire dans le cadre de notre partenariat avec la revue des juristes de Sciences Po et de participer également à l'élaboration de la revue, des articles, de travailler. Vous allez voir que dans le dernier numéro, nous avions une interview du président du tribunal de commerce de Paris. Ce sont des occasions riches d'échanges et qui nous tiennent très à cœur, nous praticiens du droit côté avocat, avec l'école de droit de Sciences Po. Sans plus attendre, je crois qu'il faut que nous allions dans le vif du sujet. Donc, les nouvelles autorités de régulation, c'est un sujet assez vaste. Et nous avons la chance d'avoir des intervenants de très très grande qualité qui vont pouvoir vous donner des éclairages sous différents angles, comme nous aimons bien le faire et comme on aime bien le faire à Sciences Po, et comme on aime bien le faire également de manière générale dans la pratique. De ce fait-là, nous allons commencer par un angle qui est un angle vraiment de grande perspective, puisqu'il s'agit ici, et M. Michel Prada va s'en occuper, de la mise en perspective de l'évolution des autorités administratives indépendantes et des problématiques juridiques et fonctionnelles associées à cette nouvelle forme d'administration régalienne. Madame Anne Maréchal, elle, va apporter un éclairage qui est un éclairage extrêmement important sur la pratique de ce rôle au sein de l'AMF notamment. L'AMF qui est une autorité qui est précurseuse à de très nombreux égards sur les différents aspects de ce rôle des autorités administratives indépendantes et qui trace un sillon dans lequel s'inscrivent un certain nombre d'autres autorités. Et quant à moi, je fournirai un certain nombre d'autres illustrations d'autorités qui découvrent ce rôle avec un peu plus de retard, d'une part. Et puis également, là, c'est la casquette de l'avocat contentieux qui évidemment va prendre un peu de relief, je vais essayer d'expliquer le mouvement de juridiciarisation de la conformité réglementaire. Alors sans plus attendre, Monsieur Michel Prada, the floor is yours. Merci beaucoup, cher maître. Je suis très heureux de participer à ce webinaire. J'ai toujours été un peu angoissé depuis quelques mois de ma capacité à fonctionner en digital compte tenu de mon grand âge, mais je m'aperçois que
les facilités sont telles qu'on y arrive finalement sans trop de difficultés. Puis je suis également très heureux de retrouver Sciences Po. J'y ai enseigné dans le passé. J'ai travaillé également avec les juristes de Sciences Po lorsque j'étais président de la COB et président de l'AMF. Et donc, je suis très, très heureux de retrouver ce cénacle. Alors, je vais essayer de brosser rapidement, au fond, le phénomène qui s'est produit en France depuis le milieu des années 60. Je rappelle que la COB a été créée en 1967 et qui s'est épanoui depuis de manière très, très significative et qui a conduit à s'interroger sur beaucoup de sujets soulevés par cette évolution. Moi, je pense que cette évolution, en réalité, elle correspond à une évolution de la manière dont l'État intervient dans la vie de la société et que ceci correspond à la fois à un passage progressif d'un système d'administration régalienne directe à un système de régulation, et ceci dans un contexte d'internationalisation et de recherche d'une forme de convergence des normes qui s'appliquent à la régulation de la vie sociale. Si bien que les activités dans lesquelles l'État intervient, je dirais de manière fondamentale, essentielle et très ancienne, ne sont pas nécessairement affectées par ce mouvement. Je pense à la police, à la justice, à l'armée, à la diplomatie, qui restent des fonctions dans lesquelles l'État intervient avec ses moyens propres, classiques, dans le cadre d'une administration régalienne organisée comme elle l'est d'ailleurs dans la plupart des États. Dans les autres domaines, on a vu se développer le processus de l'autorité administrative indépendante, qui est en réalité une solution assez élégante du point de vue fonctionnel à une problématique qui se pose pour plusieurs raisons que je vais brièvement évoquer. La première, c'est que l'État est confronté à une très grande complexité de l'environnement sociétal qui, pour permettre d'être traité correctement, nécessite la conjonction d'expertise composite, de combinaisons de fonctionnaires classiques avec des académiques, avec des professionnels des secteurs considérés, avec des magistrats, selon une méthode de travail qui fonctionne pas très très bien dans le cadre des administrations classiques en silo et qui nécessite que l'on puisse organiser de manière opérationnelle la présence conjointe de toutes ces capacités dont les statuts, les origines, les rémunérations sont différentes en ayant un dispositif managérial ad hoc. La problématique de l'État, et on le voit dans beaucoup de cas, c'est que les administrations en silo travaillent en ligne. La régulation suppose qu'on travaille en rond. Et l'autorité administrative indépendante permet de travailler en rond. Deuxième phénomène, l'accélération du tempo de l'action. L'État, jusqu'à une époque relativement proche, au fond, dictait le tempo. L'ouverture des marchés, l'évolution de la société fait que le tempo s'accélère et qu'on a besoin, dans le cas de la régulation, d'avoir des arbitres qui courent avec les joueurs. Ce qui n'est pas nécessairement le cas d'une administration classique. Alors, l'autorité administrative indépendante est capable de se mettre à ce niveau-là et d'accompagner l'évolution du secteur qu'elle régule au rythme de la vie de ce secteur pour l'essentiel. On pourra dire un mot des sanctions. Le troisième phénomène qui me paraît très important, c'est au fond la recherche d'une forme de consensus qui est complémentaire de la multidisciplinarité que j'ai évoquée précédemment. C'est-à-dire que sur un sujet complexe, on passe du système de l'impérium au système de la construction du consensus opérationnel, de la recherche de l'optimum par la collégialité.
qui est un dispositif qui met à la fois coopération et concurrence des opinions, des avis, des cultures différentes pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Ceci, en général, dans un contexte d'assez grande transparence de la discussion et avec des processus de consultation assez systématiques. Le quatrième phénomène qui me paraît central, c'est la recherche d'une forme d'indépendance qui est l'expression d'une forme de méfiance dans les sociétés médiatisées qui sont les nôtres à l'égard du risque de la politisation d'une prise de parti partisane qui est rejetée par l'opinion publique et qui peut être, à tort ou à raison, un risque de la prise de décision dans le cadre de l'impérium classique. Et donc, la création d'une forme d'indépendance sous contrôle, néanmoins, permet de résoudre ce problème en organisant la pluridisciplinarité, la diversité des origines des membres des organismes considérés, une certaine distanciation par rapport à la chaleur du débat politique du moment. Et puis le dernier phénomène, alors il ne touche pas toutes les autorités indépendantes, mais certainement l'autorité des marchés financiers, on y reviendra, c'est l'internationalisation, qui est au fond la recherche de processus de convergence, de normalisation internationale, dans laquelle, pour dialoguer avec les autres, on est d'une certaine manière amené à retenir un peu le même mode de fonctionnement que le leur. Ce n'est pas d'ailleurs surprenant que la COB ait été probablement l'une des toutes premières autorités indépendantes à une époque où on ouvrait les marchés financiers, c'était la première vague d'ouverture des marchés financiers, et qu'on ait pris le modèle de la SEC américaine, qui est en réalité beaucoup plus complexe que celui de l'AMF actuelle, mais néanmoins ce principe d'une autorité indépendante intégrée qui a été au fond inspiré par un modèle étranger, pas au cas particulier, par un modèle américain. Alors, ce mouvement qui s'est développé au cours des dernières années a parfois été contesté, a parfois conduit un certain nombre d'experts, de juristes, d'académiques à mettre en question cette évolution, cette sorte de démembrement de l'État, et certains se sont demandé si ce n'était pas un affadissement de l'État. Moi, je crois exactement le contraire. Je crois que c'est au contraire un moyen moderne de faire fonctionner le système et que on n'échappe pas avec le système des autorités administratives indépendantes à ce qui est la combinaison des facteurs qui organisent une société fondée sur le droit et dans lequel l'État joue le rôle central. Alors d'abord, je rappelle que ces autorités administratives indépendantes, elles sont créées par la loi. Et c'est la loi qui en définit la mission, qui en définit les pouvoirs et qui, d'une manière générale, fixe le cadre opérationnel dans lequel elles vont intervenir. Elles ont certes une capacité propre de décision, mais en ce qui concerne le cadre légal, elles ne peuvent rien par elles-mêmes. Leurs décisions de caractère général sont soumises à l'homologation du ministre, qui est le seul à posséder le pouvoir réglementaire. Et d'ailleurs, l'élaboration de leur réglementation se fait en concertation permanente avec les différents partenaires, mais aussi et de manière centrale avec l'administration centrale ou les administrations centrales avec lesquelles elles sont en rapport. Ça, c'est le premier point. Je ne crois pas qu'on puisse mettre en cause une perte de capacité du système étatique à maîtriser la norme du fait d'une partie de délégation à l'autorité indépendante, y compris sur le droit mou, et qui évidemment n'est qu'au fond un mode d'emploi, un dispositif
facilitant la mise en œuvre des choses de manière un peu harmonieuse, le plus souvent d'ailleurs mis au point avec les professionnels concernés, et qui est une sorte de mode d'emploi et non pas de création de normes. Et d'ailleurs, si c'était le cas, c'est le deuxième point qui me paraît central, il faut quand même se rappeler que les autorités administratives indépendantes sont soumises au contrôle du juge dans tout leur mouvement, et en particulier dans leur mouvement normatif. Le troisième phénomène, c'est la question de la légitimité de leurs membres, la légitimité de ces collèges. Ces collèges sont nommés par les pouvoirs publics. Ils sont nommés, alors ça dépend des autorités, je ne connais pas tous les dispositifs, mais dans celui que je connais, c'est la combinaison d'une décision par le législatif, par l'exécutif et par le judiciaire. Et c'est cette combinaison de systèmes de nomination pour des durées limitées qui donne la légitimité au collège considéré, sachant que il y a aussi des obligations que ces collèges ont à l'égard des autorités qui les ont nommées, qui est de leur faire rapport annuel et, le cas échéant, de venir devant elles s'expliquer. Moi, je suis allé à plusieurs reprises devant le Parlement. Je ne parle pas, bien entendu, des ministres et du Premier ministre ou du Président de la République, mais je suis allé souvent devant le Parlement pour expliquer un certain nombre de choses dans des cas difficiles, un peu conflictuels, où le Parlement voulait exactement savoir ce qui s'était passé. Bon, la remarque suivante que je fais, sans être sûr que c'est vrai dans toutes les autorités, c'est qu'il peut y avoir un commissaire du gouvernement. Ce commissaire de gouvernement assiste aux délibérations du collège et, le cas échéant, bien entendu, va évoquer les sujets s'il a le sentiment qu'on dérape, ce qui ne se produit à ma connaissance jamais. Alors, il y a un sujet qui est un petit peu plus sensible, qui est celui du pouvoir de sanction. Parce que là, il y a eu au fond deux évolutions qui se sont produites et deux types de critiques qui ont été articulées. Le premier, ça a été de dire c'est un démembrement du judiciaire. On capte un pouvoir qui devrait normalement être exercé par le juge. Et puis le deuxième, c'est la manière dont on organise cette affaire n'est pas satisfaisante parce qu'elle ne respecte pas les principes du tribunal impartial. Alors, la première remarque que je ferai, c'est que ce n'est pas nouveau d'avoir des sanctions administratives. Ça existe depuis aussi longtemps que l'État, la République, certainement. Et donc, il s'agit bien de sanctions administratives. Il ne s'agit pas de sanctions pénales. Et une des grandes différences, même si elle tend, à mon avis, malheureusement, à disparaître, c'est que la sanction pénale suppose l'intentionnalité. La sanction administrative, c'est au fond comme le pénalty en foot ou en rugby, c'est la faute de jeu, fondamentalement. Au fur et à mesure que le jeu se déroule et le plus vite possible dans le cadre du déroulement du jeu, l'arbitre siffle. Il siffle, il met un carton rouge, il met un carton jaune, il fait une exclusion, et puis ensuite tout ça est soumis au juge. Et le juge, bien entendu, vérifie si tout ça a été fait correctement. La deuxième critique qui a été faite, c'est celle du mode de décision. Alors moi, j'ai connu une période que je regrette à titre personnel, qui était le continuum complet, c'est-à-dire que les 9 membres de la COP prenaient l'affaire au début et l'amenaient jusqu'à la fin. Et je tenais, je tiens toujours, que ce dispositif, dès lors qu'il était assuré d'un certain nombre de procédures pour la défense et qu'il assurait la collégialité de la prise de décision, était un système assez performant et très protecteur. Bon, ça n'a pas résisté à l'analyse des juristes de la Cour européenne des droits de l'homme. Il a fallu déstructurer le système, séparer l'accusation de la décision. On est arrivé aujourd'hui, je crois, en tout cas en ce qui concerne l'AMF, pour ce que j'en sais, encore aujourd'hui, on est arrivé à un équilibre assez satisfaisant dans lequel, d'un côté, il y a les enquêtes avec des procédures très normées, et puis de l'autre côté, il y a une saisine d'une commission qui n'est plus le collège, qui est la commission des sanctions, qui elle-même a, entre guillemets, judiciarisé sa procédure. Et puis enfin, il y a un processus de partage qui permet de régler les problèmes éventuels
de conflictualité entre la sanction administrative et la sanction pénale. Voilà, donc tout ça me paraît assez sain, assez logique, assez fonctionnel, assez opérationnel. J'insiste beaucoup sur le fait que la collégialité et la pluridisciplinarité sont des éléments fondateurs de la légitimité et de l'efficacité du système de l'autorité administrative indépendante. Donc voilà, je m'arrête là pour ne pas être trop long. Dire que c'est un outil de l'État régalien, comme le sont dans d'autres domaines très différents les opérateurs de l'État qui traitent des questions que les administrations centrales ne vont pas gérer directement. Et puis, je voudrais insister sur un aspect qui est plus vrai vraisemblablement pour une autorité comme l'AMF ou comme la CPR dans le domaine bancaire et de l'assurance, c'est au fond le besoin d'avoir un dispositif agile permettant de travailler dans un environnement international en compétitivité et en convergence avec les partenaires. Et ceci me conduit à m'arrêter là et à transmettre le relais à Anne Maréchal qui pourra sans doute expliciter un certain nombre de mes remarques ou les critiquer si elle n'est pas d'accord. Je vous remercie, Michel. Bonjour à tous. Je vais vous dire quelques mots du fonctionnement de l'AMF qui, à mon sens, illustreront assez bien les propos de Michel Prada. L'AMF, je crois, est un bon exemple de l'activité des AI-API. Et je dois dire qu'on doit constater un renforcement constant de ses pouvoirs sur la durée. C'est le successeur de la COB créée en 67, ça a été dit. Donc, c'est peut-être pour ça, parce que c'est une des premières autorités administratives et autorités publiques indépendantes qu'elle a hérité d'autant de pouvoirs et de missions. L'AMF, c'est un vrai couteau suisse, j'ai envie de dire. Elle propose, elle réglemente, elle décide, elle sanctionne, elle transige selon les situations et donc ça en fait incontestablement, je crois, une des autorités publiques indépendantes les mieux armées pour exercer ses missions. Je rappelle que l'AMF, c'est environ 500 personnes et d'ailleurs, à cet égard, on peut considérer qu'on n'est pas si nombreux par rapport à nos homologues étrangers, notamment la BaFin allemande. Alors, ce large panel de prérogatives reconnues conformes à la Constitution, avec une forte concentration des pouvoirs, a aussi appelé à la mise en place de garde-fous. Ça a été rappelé par M. Prada et notamment, bien entendu, est placé sous le contrôle du juge. Et d'ailleurs, je dois dire qu'on est de plus en plus challengé. Il y a un contentieux qui est de plus en plus important auquel on doit faire face. Et ça me paraît d'ailleurs tout à fait normal et dans le sens de l'histoire. Je rappelle les missions de l'AMF, hein, c'est la protection de l'épargne et assurer le bon fonctionnement des marchés. Alors la première remarque peut-être, premier pouvoir qui me paraît important de rappeler, c'est que, et qui ne va pas de soi, c'est que l'AMF a un pouvoir réglementaire. Elle peut émettre des actes de portée générale et au centre de ce pouvoir, il y a son règlement général qui est tout à fait important pour les praticiens puisque la loi elle-même renvoie souvent au règlement général pour détailler, pour donner le détail de la réglementation. Ça a été rappelé, le règlement général est homologué par le ministre, publié au journal officiel. Il a donc une valeur normative impérative. Ce n'est pas de la doctrine. Hein, et d'ailleurs, le non-respect des dispositions du règlement général de l'AMF est sanctionné, peut être sanctionné par la commission des sanctions. Alors, par ailleurs, l'AMF est un grand producteur de doctrines. Vous le savez, les praticiens en ont besoin, et le demandent d'ailleurs. Il y a des guides aussi. Et tout ça est important pour la pratique. On a aussi dans l'élaboration de la norme un rôle qui est peut-être moins connu, mais qui est très important, de participation au groupe de travail à l'international,
L'AMF est présente dans plus de 100 groupes de travail à l'international, donc c'est considérable et ça nous permet notamment d'intervenir pour influencer la réglementation européenne qui, comme vous le savez, en matière financière est devenue extrêmement importante. L'AMF participe d'ailleurs à cet égard énormément à la transposition des textes européens, notamment, je vous prends l'exemple de la directive MIF 2. Nous avons, au sein de la direction juridique, travaillé pendant plus de 2 ans à la transposition de cette directive tentaculaire et ça a occupé 4 personnes à plein temps de mon équipe. Vous voyez que c'est donc considérable. Et j'ai été assez surprise, et ça nous fait parler des rôles, des relations qu'on a avec l'État, de voir que finalement la direction du Trésor nous demandait de l'aider à transposer ces textes, y compris au niveau législatif. Et donc, c'est ce que nous faisons bien volontiers. On a une expertise qui est très reconnue et une permanence des équipes qui fait qu'on a aussi la mémoire des textes, et si bien qu'on on transpose ces grands textes, les textes en matière de gestion d'actifs, aussi AIFM, OPCVM, etc., du niveau législatif, en passant par le décret, puis le règlement général, et puis la doctrine en tant que de besoin. Donc, un rôle important en termes d'élaboration de la norme. Et je dois dire, et c'est la deuxième idée, qu'à cet égard, on a aussi un rôle, un pouvoir d'initiative important que j'utilise à plein pour ma part, puisqu'on nous écoute et on veut bien nous écouter grâce à l'expertise que nous avons dans ce domaine. Et je prendrai un exemple que je trouve frappant, récent. Comme vous le savez sans doute, la loi Pacte du 23 mai 2018 a mis en place un encadrement réglementaire des actifs numériques. Et c'est l'AMF qui était force de proposition dans cette affaire, puisqu'on a proposé la mise en place d'un visa optionnel pour les ICO, c'est-à-dire les levées de fonds en actifs numériques, et un agrément optionnel aussi pour les prestataires de services sur actifs numériques, donc ces personnes qui interviennent notamment pour l'achat à la vente de ces bitcoins et autres monnaies et éventuellement la mise en place de plateformes de négociation. Et donc, dans ce domaine, nous avons proposé cette réglementation tout à fait nouvelle, puisque c'était la première au monde. Il n'y avait pas de précédent, ni en Europe, ni dans le monde, d'une réglementation optionnelle de ce type. Le pari que nous avons fait, nous avons été parfaitement entendus par le ministre qui tenait beaucoup à cette idée, était que si, dans un monde non réglementé, sans frontières, il fallait absolument une réglementation intelligente, d'où l'idée de l'optionnalité qui revient à délivrer un label de qualité pour attirer en France les beaux projets dans ce domaine, sachant que derrière ces actifs numériques, il y a la blockchain et on a considéré que la blockchain était une innovation absolument majeure. Certains pensent que c'est une révolution qui est plus importante encore qu'Internet et qu'il fallait donc attirer les acteurs ou les garder, puisqu'on a la chance d'avoir des talents en France dans ce domaine, les garder grâce à la mise en place d'une réglementation intelligente qui permettait donc aux acteurs de dire nous sommes des gens sérieux, on a obtenu de l'AMF, institution sérieuse, un visa ou un agrément et ça nous permet de montrer à nos investisseurs, nos clients que nous ne sommes pas des fraudeurs dans un monde où, vous le savez, il y a encore beaucoup de fraude. Donc voilà l'idée que nous avons eue et que nous avons pu faire voter dans le cadre de cette loi Pacte et nous nous félicitons de l'avoir fait puisque nous venons d'apprendre que la Commission européenne, dans le cadre de son projet de règlement MiCA, a repris tout à fait nos idées dans ce domaine, à la fois pour les prestataires de services sur actifs numériques et pour les ICO. Et donc propose une réglementation tout à fait similaire. Et je viens d'ailleurs d'apprendre que le Royaume-Uni a dit hier qu'il envisageait de mettre en place des règles attractives dans ce domaine sur son territoire, mais voyez, avec 3 ans de retard par rapport à nous, pour une fois, on peut s'en féliciter. Alors, troisième idée, peut-être, qui caractérise, je trouve, l'AMF et son activité, c'est l'élargissement de nos compétences. Je le vois depuis que j'y suis, c'est majeur depuis de nombreuses années. Le Parlement pense sans doute qu'on travaille bien, puisqu'il nous donne des missions nouvelles
régulièrement. Le dernier en date, peut-être la plus significative, c'est une compétence nouvelle en matière de finances durables, puisque nos missions, le texte qui définit nos missions a été complété à cet égard. Et nous avons maintenant notamment un contrôle des déclarations des gestionnaires d'actifs en matière de risques climatiques et de façon générale une mission de veiller à la bonne information des acteurs en matière de finances vertes. Vous savez que ce que l'on craint par-dessus tout, c'est le greenwashing, c'est-à-dire se prévaloir de la vente de produits soi-disant verts alors qu'ils ne le seraient pas. Donc à cet égard, nous avons élaboré une doctrine. Je dois dire, j'étais pas toujours à l'aise parce qu'on avait une base législative encore limitée, mais nous avons mis au point une doctrine dans ce domaine pour définir des standards minimums pour les produits appelés responsables et pour aider les acteurs donc à savoir comment gérer leur communication à cet égard. Et cette doctrine, elle a été prise en avance de phase sur la réglementation européenne qui n'est pas encore effective, qui n'est pas encore prête, de façon à ce que la place financière de Paris ait déjà un encadrement entre guillemets et en tout cas un guide pour se conduire bien dans ce domaine qui est évidemment fondamental. Autre idée peut-être, c'est sur le rôle précurseur de l'AMF, ça a été dit, je crois que c'est tout à fait vrai, vous l'avez vu en matière d'actifs numériques, on a été dans l'innovation grâce à l'écoute des acteurs, hein, comme le disait Michel Prada, l'AMF est très ouverte sur les acteurs, les écoutes. On a reçu dans ce domaine plus de 100 acteurs. Vous imaginez le nombre d'heures de réunion que ça peut être. Mais j'ai envie de citer sur ce rôle précurseur la composition administrative. C'est une procédure transactionnelle qu'on a été, je crois, les premiers à mettre en place en France. Alors, le président de l'AMF avait en tête cette idée, je crois, parce qu'il voyait que la SEC américaine avait une procédure de transaction. Et à l'époque, en 2010, hein, le Parlement était réticent. J'ai entendu dire qu'il estimait que ça pouvait revenir à des petits arrangements entre amis dans la finance, que cette transaction, et donc il était réticent. Et puis finalement, il a été proposé donc de mettre en place une procédure transactionnelle totalement transparente pour écarter toute suspicion à cet égard. Et c'est ce qui a été voté en 2010. On a donc une procédure de transaction qui se traduit par un accord qui est intégralement publié sur notre site Internet. Et certains d'ailleurs pensaient à l'époque que la publication intégrale des accords empêcherait la procédure de prospérer, ce qui n'a pas du tout été le cas, puisqu'aujourd'hui, sur 10 ans d'expérience que l'on a maintenant, on en a environ une dizaine par an, c'est presque la moitié des poursuites en matière de contrôle. Et le Parlement lui-même était si satisfait qu'il nous a, en 2016, proposé d'élargir cette procédure transactionnelle aux abus de marché. Et donc, elle couvre maintenant toute l'activité de l'AMF. Et je la gère pour le compte de l'AMF. Je dois dire, je trouve que c'est une procédure extrêmement intelligente parce qu'elle est rapide, elle est adaptée au monde des marchés financiers et surtout parce qu'on obtient une remise en conformité. Moi, je négocie le montant à verser au Trésor public dans le cadre d'un mandat que me donne le collège et je fais baisser ce montant si j'obtiens des gages de remise en conformité adaptés, efficaces et rapides. Et donc, vous voyez qu'il y a une vraie logique, je trouve, intelligente pour favoriser le bon fonctionnement du marché. Le rôle de l'AMF n'étant pas de sanctionner avec l'opprobre. Notre rôle est de faire en sorte que les marchés fonctionnent. Et donc, cette procédure, encore une fois, précurseur, est tout à fait, je crois, remarquable, au point que, quelquefois, nous avons obtenu le remboursement des victimes des manquements qui avaient été constatés, par exemple le fait de prélever des frais de gestion excessifs. Nous avons obtenu, dans le cadre de la remédiation, dans le cadre de l'accord de négociation, que les victimes soient remboursées. Nous avons veillé client par client à ce qu'un chèque lui soit adressé avec le bon montant. Alors que quand vous savez que c'est si difficile aujourd'hui d'obtenir réparation en justice, c'est pas neutre de savoir que cette procédure permet cette indemnisation dans certains cas.
Voilà, et je terminerai en rappelant que tous ces pouvoirs sont, vous l'avez déjà un peu dit, sont assortis de garde-fous importants. Il y a la procédure de sanction de l'AMF qui a fait l'objet d'aménagement de façon à devenir, je crois, irréprochable en termes de contradictoire aujourd'hui. On a par ailleurs un travail qui est fait en liaison constante avec l'extérieur. On a 5 commissions consultatives que l'on consulte et qui sont composées de personnes très spécialisées et qui, je dois dire, nous évitent les erreurs parce que au final, je dis souvent qu'on fait peu d'erreurs parce que s'il y a une bêtise quelque part, elle est vue par quelqu'un tellement le processus est ouvert et donne lieu à consultation, y compris de ces commissions, mais aussi de consultations publiques sur nos textes notamment. Et enfin, je rappelle bien entendu que nous sommes soumis au contrôle du juge. Je le disais en introduction, nous avons de plus en plus de recours. L'AMF est de plus en plus challengée. Il y a notamment aussi cette posture du Conseil d'État en matière d'actes de droit souple dont vous allez peut-être parler, Maître Cadar, avec l'arrêt Fervesta, qui est très important puisqu'il s'agissait précisément d'un communiqué de l'AMF. Et le Conseil d'État a considéré que ce type d'acte devait être susceptible de recours lorsqu'il avait un effet notable sur les acteurs, quelle que soit sa forme. Et donc, cette décision, cette jurisprudence du Conseil d'État est très importante parce que ça veut dire que même si on ne donne pas une forme particulière à nos décisions, eh bien, elles peuvent être soumises au contrôle du juge dès lors qu'elles ont un effet important sur les acteurs. Sans compter que nous avons aussi des mises en cause de notre responsabilité. Dieu merci, pour l'instant, nous n'avons pas eu de sanctions pour faute lourde de l'AMF, mais ça pourrait se produire et nous avons des recours, et notamment des recours qui nous obligent à être extrêmement vigilants dans nos communiqués d'alerte, puisque ça peut impacter gravement les acteurs. Donc voilà ce que je voulais rappeler rapidement. Merci beaucoup, Madame Maréchal. Alors, vous voyez que nous sommes on descend progressivement, en tout cas dans le cadre de cet exposé, du général vers le plus particulier, mais un plus particulier qui est particulier parce que l'AMF est une autorité administrative indépendante qui a une longue histoire, je dirais, dont les racines remontent à 1967, ce qui n'est quand même pas tout à fait hier, et de ce fait-là a une avance et également une influence sur un certain nombre d'autres autorités administratives indépendantes qui sont plus récentes ou qui ont développé des pouvoirs de sanction, de contrôle qui sont beaucoup plus récentes que celles de l'AMF. Et c'est là où je pense qu'il faut ici apporter une contradiction, si je puis dire, puisqu'on est dans ce que les avocats aiment bien faire, c'est-à-dire de dire, bon, nous avons effectivement un très bon élève et puis ensuite nous avons un certain nombre d'autorités qui sont plus à la peine, pas nécessairement de manière volontaire, mais parce que leur degré de développement est un petit peu différent. Et c'est vrai que ces autorités administratives indépendantes sont quand même quelque chose de tout à fait particulier. Monsieur Prada disait au départ, on est passé de la ligne au cercle. Et le cercle, c'est qu'on a une autorité qui est quasi normative, qui est quasi exécutive, qui est quasi juridictionnelle, tout en n'étant pas tout à fait aucune de ces différents pouvoirs, et qu'elle, j'ose le dire et porter la contradiction ici, pose quand même une vraie question au niveau du contrôle et de la hiérarchie des normes, parce que notamment ce que M. Prada appelait le droit mou, c'est-à-dire le soft law, est en soi quelque chose qui peut prêter à interrogation. Alors c'est vrai, c'est extrêmement pratique parce que ça permet d'adapter de façon très évolutive la réglementation à des circonstances de marché très spécifiques, très complexes, qui sont toujours changeantes et où, il faut bien le reconnaître, le pouvoir législatif et réglementaire est à la traîne.
Combien de temps attend-on des décrets d'application? Combien de temps est-on en mesure de devoir ensuite battre le rappel? Certaines réglementations, je pense à la transparence santé par exemple, ont attendu pendant 18 mois des décrets d'application, est obligé de faire des avisés rétroactifs. Là, effectivement, quand on a une autorité administrative indépendante digne de ce nom qui fait son travail, généralement, j'aurais presque tendance à dire que la cavalerie devance l'appel, puisque en règle générale, on le voit par exemple pour la CNIL, pour la réglementation e-privacy qui se fait attendre, la CNIL a déjà sa réglementation en place. Donc on est ici sur des autorités qui travaillent avec efficacité, qui travaillent effectivement à essayer d'expliciter la norme, mais dont la notion d'explicitation peut poser un certain nombre de problèmes. J'en envisagerai deux qui ensuite nécessitent le contrôle du juge, mais j'en envisagerai deux éclairages ici. Premièrement, l'éclairage sur la manière avec laquelle ce droit mou vient ici influencer la mise en conformité d'un certain nombre d'acteurs. Ici, dans la mesure où on a cette autorité un peu multicasquette face à nous, on se trouve face à une autorité qui a un véritable pouvoir administratif, par exemple celui de donner un agrément. Bon, vous avez une autorité qui explicite les règles législatives ou réglementaires qui sont assez larges, qui fournit un certain nombre de conditions qui n'existaient pas dans les textes, puisque c'est elle qui vient les expliciter et les fournir, et qui vous dit si vous ne faites pas comme nous le disons et comme nous le souhaitons, si vous ne suivez pas ce chemin de conformité que nous vous proposons, puisque c'est du droit mou, eh bien en réalité on vous l'impose parce que vous n'aurez pas votre agrément derrière. Donc, il y a cette tension qui peut exister, qui a tendance à s'estomper parce que les autorités évoluent, mais on a connu des situations et on peut se trouver confronté à des situations de ce type-là. Vous avez également certaines autorités qui viennent fixer également un certain nombre de règles qui peuvent se retrouver ensuite dans la sanction, que par exemple des griefs de la formulation des griefs de conformité anticorruption en ce qui concerne l'Agence française anticorruption, où on peut se demander si elles ne feront pas partie également de la sanction. Donc on a ici la nécessité d'un contrôle très vigilant. L'autorité fait sa part des choses et est obligée de fixer un certain nombre de règles. Donc nous sommes dans le cadre d'acteurs qui sont tout à fait responsables, mais il y a également une nécessité ici de surveillance, je dirais, plus juridictionnelle, ou en tout cas dans la préservation des droits qui me paraît ici importante d'expérience. Sur le pouvoir de contrôle de ces autorités, les pouvoirs sont de plus en plus étendus par des auditions, par des contrôles sur place, par ailleurs des contrôles qui peuvent se faire sur l'autorisation du juge des libertés et de la détention. Donc certaines autorités, la CNIL, la Commission de régulation de l'énergie par exemple, ont un certain nombre de pouvoirs ici d'investigation qui sont assez larges et qui permettent effectivement à ces autorités-là de développer un véritable corpus d'investigation et de faire en sorte que ces autorités soient redoutées par leur efficacité et par leur travail. En ce qui concerne la CNIL, par exemple, le passage et l'évolution que connaît cette autorité administrative indépendante est particulièrement éclairante, puisque toute la phase, je dirais, de pré-travail ou d'anticipation de conformité qui fonctionnait par déclaration avant l'entrée en œuvre du RGPD. Toute cette phase-là est aujourd'hui remplacée par un contrôle ex post, donc à la sortie, et les personnels qui ont été dédiés à ce lourd travail administratif sont aujourd'hui affectés au contrôle. Donc, le contrôle prend ici un poids de plus en plus important. La labellisation dont parlait Madame Maréchal est également un phénomène qui se retrouve chez d'autres autorités indépendantes. J'avais noté également de mon côté les labels qui sont établis par la CNIL en matière de coffre-fort numérique, d'audit, de formation ou de gouvernance. Peut-être pas avec les mêmes succès, car là,
la question d'équilibre et la question de perception, je dirais, du rôle, de la place du marché peut avoir son importance. Il faut être suffisamment flexible pour pouvoir attirer le plus grand nombre, mais également avoir ces garanties d'impartialité et de qualité qui sont essentielles dans le monde de la confiance numérique que nous connaissons. Alors, sur la fonction préventive, ici, nous arrivons de plus en plus vers la notion de sanction. Cette fonction préventive, elle a été relevée dès 1989, lorsque la Commission des opérations de bourse, ici, a connu un essor tout à fait important en la matière, en disant que la sanction n'est pas là simplement pour sanctionner, elle est là également pour donner des indications pour les autres acteurs du marché et avoir une fonction d'éducation, si je puis dire. Cette notion de prévention ici, elle est déclinée de deux manières. Une qui est très française, en réalité, qui est très élégante, c'est-à-dire c'est le fameux messieurs des Anglais tirés les premiers, c'est-à-dire qu'on est une sorte de salve première où l'on entre en discussion en disant écoutez, nous avons noté un certain nombre de dysfonctionnements ici, asseyons-nous autour d'une table et essayons de voir comment nous pouvons y remédier avant de passer au volet sanctions. On se rend compte que cette approche-là est progressivement, ou en tout cas voit apparaître à ses côtés une approche beaucoup plus ferme, qui est de dire des règles sont aujourd'hui connues, les règles sont aujourd'hui très clairement en place, et des acteurs qui sont des contrevenants n'ont pas besoin d'être prévenus qu'ils sont contrevenants, ils savent qu'ils sont contrevenants, et donc on entre directement dans une procédure de sanction. Je voudrais également évoquer, avant d'entrer sur la judiciarisation proprement parlée, sur la notion de transaction et de ce que Madame Maréchal a décrit comme la composition administrative ici. Dans le monde judiciaire, c'est ce que j'ai tendance à appeler ce qu'on pouvait avoir tendance à appeler, mais l'appellation ici, c'est l'OJNI, l'objet juridique non identifié, c'est-à-dire effectivement, ou l'objet judiciaire non identifié, là en l'occurrence, c'est effectivement de se dire que la transaction devant un tribunal, c'est quelque chose qui est relativement peu pratiqué, qui a tendance à se développer par le biais d'une médiation, mais qui est laissé à d'autres. Ce qui est organisé ici, c'est véritablement la possibilité, face à un faisceau de faits qui sont des faits ouvrant à sanction, la possibilité entre adultes responsables, si je puis dire, entre justiciables responsables, de trouver avec la juridiction une voie de sortie qui soit une voie de sortie intelligente. Et cette composition administrative, qui est pratiquée également pour le moment par l'agence antidopage, en tout cas ce que j'ai pu en voir, est quelque chose qui a une résonance absolument considérable sur le système, en tout cas de conformité tel que nous connaissons, parce que c'est véritablement le canevas sur lequel la Convention judiciaire d'intérêt public, qui est aujourd'hui l'outil porte-drapeau de la conformité anticorruption en France, a été constitué. Convention judiciaire d'intérêt public qui préserve effectivement tout soupçon d'arrangement entre amis, puisque c'est une convention qui est intégralement publiée. Ça sonne peut-être comme étant un rappel de ce que Madame Maréchal vient d'indiquer, qui prévoit également une trajectoire de conformité. Ça, c'est une autre locution que j'aime bien utiliser, c'est-à-dire qui veille à ce que l'entité l'organisation, la société qui a été trouvée en faute, trouve les voies et moyens de se remettre sur le droit chemin, et en général, avec une certaine liberté d'appréciation qui est assez variable, conduit à peut-être une minoration en tout cas de la peine. Cette notion de convention judiciaire d'intérêt public est extrêmement importante, puisqu'elle permet effectivement à l'économie plus rapidement de reprendre ses droits. En matière de lutte anticorruption, elle est fondamentale, parce qu'une condamnation en matière de corruption emporte un certain nombre de condamnations accessoires, notamment
c'est l'interdiction de concourir à des marchés publics. La convention judiciaire d'intérêt public, elle, n'est pas une sanction et donc n'entraîne pas toutes ces peines accessoires qui sont en fait, je dirais, la double peine qui n'existe pas chez nombre des réglementations concurrentes, en tout cas étrangères. Elle n'existe pas en tant que telle aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ce sont deux pans tout à fait séparés. C'est-à-dire que quand le coup tombe une fois dans le cadre d'une condamnation, il ne tombe pas sur le côté exclusion des marchés publics. Et donc ça, la CJIP a permis de résorber de manière très intelligente ce cas de figure. Alors, tout ceci, ce sont je dirais, les contours et les autres activités ici des AI. Ce qui m'intéresse ici, en complément de ce qui a été dit par nos deux intervenants, c'est effectivement de se tourner un petit peu plus vers cette notion de juridiciarisation de l'activité des autorités administratives indépendantes. Elle a deux pans essentiels. Celui sur lequel je vais m'appesantir, c'est évidemment celui sur le côté des sanctions, mais effectivement, comme le rappelait Madame Maréchal, il y a un pan très important qui est celui du contrôle normatif qui permet justement aujourd'hui de plus en plus de revenir sur un certain nombre de normes qui ont été édictées sous différents supports, comme le rappelait Madame Maréchal, des autorités administratives indépendantes et de venir les contester dans le délai de 2 mois de leur publication. Alors, sur le côté judiciaire, nous avons ici d'abord un principe fondamental qui a été rappelé, et c'est encore l'AMF, enfin, c'est encore le contentieux AMF ici qui est précurseur, c'est l'arrêt Didier de 1999, c'est-à-dire le droit au procès équitable. Et ça, dont découle un certain nombre d'autres droits fondamentaux qui vont ici, je dirais, innerver le procès par la formation de sanctions. Formation de sanctions aussi, élément très important, parce que le principe d'impartialité de l'autorité administrative indépendante, c'est effectivement le fait que l'autorité soit d'un côté et que impartialement, même s'il y a un collège ou en tout cas une formation de sanctions, cette formation de sanctions soit à l'intérieur de cette autorité séparée. C'est ce qui se passe au sein de l'AMF, c'est le CORDIS, la commission des sanctions par exemple au sein de la commission de régulation de l'énergie, qui est un petit peu plus récent, qui a des pouvoirs de sanction un petit peu plus récents et qui, je dirais, au vu des décisions qui en émanent, n'est pas au degré de maturité, si je puis dire, que l'on a pu arriver, que l'on voit au sein de l'AMF. Ce principe de procès équitable vaut également pour la communication préalable des griefs, c'est-à-dire que le justiciable sache, enfin justiciable, la société ou la personne qui est incriminée, morale ou physique, sache de quoi, les raisons pour lesquelles elle est poursuivie, qu'elle dispose d'un temps suffisant pour pouvoir présenter sa défense, et ça c'est le procès, le principe du contradictoire. Alors c'est à géométrie variable, parfois ça marche parfois mieux que dans certains cas que dans d'autres. Il faut savoir ici que, et c'est aussi là l'avocat du judiciaire qui bat un peu sa coulpe, les autorités administratives indépendantes sont souvent peuplées d'un certain nombre de hauts fonctionnaires qui ont une notion tout à fait claire de l'efficacité de la justice administrative et du rythme du procès administratif, qui n'est pas celui du rythme judiciaire. Et donc de ce fait-là, effectivement, on se rend compte quand on pratique ces différentes les juridictions étatiques et qu'on pratique ensuite les commissions de sanctions des autorités administratives indépendantes, que le rythme n'est pas tout à fait le même et qu'il faut donc également s'y adapter. Reste que c'est un principe qui est ici évolutif et peut permettre notamment pour des personnes qui sont de nationalité étrangère d'avoir un petit peu plus d'égards. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai faite. L'égalité du droit d'audition des témoins, c'est-à-dire que les témoins peuvent venir des deux parties, le droit à la défense par une personne de ce choix, le droit à disposer d'un interprète pour des personnes étrangères. Ces éléments ici, je crois qu'il faut également bien l'avoir en tête, sont des éléments qui sont effectivement pour la procédure
de sanctions à proprement parler, c'est-à-dire à partir du moment où on est devant la commission des sanctions d'une autorité administrative indépendante. Ce que l'on constate devant un certain nombre d'autorités administratives indépendantes, c'était que la phase d'instruction ici est s'inscrit dans un cadre qui est un petit peu plus flou, réglementairement moins assuré en général. Ce n'est pas ici, on ne vise pas ici telle ou telle autorité administrative, mais on se rend compte que sur cette partie préalable, c'est-à-dire la phase d'instruction, on peut rencontrer des situations qui nécessitent des clarifications et où sans doute le contentieux administratif qui en découlera va permettre d'avancer, de préciser un tout petit peu les règles, comme le contentieux administratif a permis d'effectuer des progrès extrêmement importants vis-à-vis de l'AMF et de faire en sorte que cette procédure, notamment là, soit une procédure véritablement modélisante, pas seulement un modèle, mais modélisante pour les autres. Le contrôle juridictionnel à proprement parler est une nécessité. Il a été décrit en tant que tel par nos deux intervenants préalables, hein, c'est-à-dire que c'est effectivement une condition de l'état de droit, c'est-à-dire de pouvoir contester la sanction qui a été édictée par une autorité administrative indépendante. Ici aussi, nous avons une situation un peu contrastée, c'est-à-dire que nous avons notamment, je pense à deux autorités qui sont particulièrement, qui ont une expérience et qui ont un mode de fonctionnement aujourd'hui qui est extrêmement avancé, extrêmement pointu en la matière, qui sont l'AMF et l'autorité de la concurrence, parce que le contentieux est ancien, parce que le contentieux a permis véritablement une remontée d'expérience. Devant d'autres autorités administratives indépendantes, eh bien, l'évolution des situations sont un petit peu plus variées, le contrôle se met en place parce que tout simplement la possibilité de sanction, ou en tout cas la capacité de sanction est beaucoup plus récente. On le voit, alors je prends la CNIL par exemple, 300 contrôles à l'année, 8 recours. Donc on est encore sur des chiffres qui vont sans doute faire rêver Madame Maréchal parce que elle a une vision et elle est soumise à un certain nombre à un flux beaucoup plus important de son côté. Son service gère de ce fait-là une multitude de dossiers, mais ceci explique également que le degré de maturation de l'argumentaire qui est présenté devant ces autorités-là par des praticiens du droit qui non pas nécessairement l'expérience et le retour d'expérience de l'AMF, fait qu'on se pose des questions devant d'autres autorités administratives indépendantes qui ont déjà été réglées depuis belle lurette devant l'AMF, par exemple. On peut avoir également la situation totalement inverse, qui est celle devant l'AMF, où on a une multiplicité de recours. Parfois, on se pose la question de savoir si véritablement ce recours avait une véritable est tout à fait fondé et conduit véritablement à une avancée du droit. Donc, le fait de pouvoir cibler les points d'accroche, cibler les arguments et l'argumentaire, cibler les éléments de droit et les problématiques juridiques qui doivent être traités par l'autorité sont extrêmement importants et c'est également, ça fait partie de la stratégie de défense du dossier. Comme devant des procédures, devant les juridictions étatiques, il faut choisir son argument. C'est-à-dire que présenter un catalogue sur lequel l'autorité administrative indépendante va se délecter parce que ce sont des juristes extrêmement précis, extrêmement pointilleux, qui vont rendre des décisions qui sont des décisions qui sont extrêmement charpentées sur ces points-là, n'a pas nécessairement d'intérêt, surtout si on les attend sur une problématique de fond où là le débat doit être, où on doit s'assurer que le débat contienne l'ensemble des éléments qui sont importants ici à être soulevés. Alors, cette situation contrastée aboutit aujourd'hui à un taux de confirmation qui est un taux de confirmation absolument remarquable. Si l'on compare ce qui se passe dans le monde judiciaire sur des décisions de première instance par rapport aux autorités de sanction, le taux de confirmation est de plus de 80% encore aujourd'hui, avec toute l'expérience et tout le retour d'expérience de l'AMF et de l'autorité de la concurrence par rapport aux décisions d'appel qui sont où là le taux de confirmation est beaucoup plus bas parce qu'on
arrive assez facilement à obtenir une infirmation. Je voudrais attirer l'attention sur deux sujets qui sont ici des sujets de progression, en tout cas de ce contrôle. D'une part, un problème de compétence juridictionnelle, problème, en tout cas un questionnement sur la compétence juridictionnelle. Certaines autorités ont un contentieux qui va devant des juridictions qui sont de contrôle, qui sont des juridictions différentes. On prend par exemple le CORDIS, tout ce qui est trait au règlement des différends va vers le juge juridictionnel, vers la cour d'appel. Quand il s'agit des sanctions, on va devant la cour administrative. Donc on est effectivement sur deux voies séparées qui sont de cultures, comme nous le savons tous, extrêmement différentes et qui créent ensuite, je dirais, la nécessité de véritablement, pour le justiciable, cette fois-ci, de s'adapter, je dirais, à un corpus de règles d'inspiration et d'esprit relativement différentes, qui n'est pas nécessairement quelque chose de facile et d'aisé à faire. De là, l'arrivée d'un certain nombre de voix qui estiment qu'il est nécessaire d'avoir un contrôle et un juge unique, ou un juge unifié en tout cas en la matière de ce contrôle. Ce contrôle s'exerce sur également l'ampleur de la sanction, alors de manière tout à fait intéressante. Sur certaines autorités, nous avons pu le voir avec la CNIL, notamment le Conseil d'État se montre plus généreux, c'est-à-dire revoit les sanctions, a tendance à revoir à ce jour, parce que le trend est moins élevé, les sanctions à la baisse, mais il peut également les revoir à la hausse. Donc on a ici une tendance qui n'est absolument pas linéaire sur le contrôle juridictionnel, et c'est bien ainsi, et montre tout l'intérêt qu'il y a à peser, sous-peser la possibilité pour le justiciable d'aller contester la décision de l'autorité, enfin de la commission des sanctions de l'autorité administrative indépendante devant les juridictions. Alors, un point sur lequel on peut en revanche voir un continuum, mais c'est quelque chose qui fait totalement sens, c'est effectivement que sur les aspects techniques, l'appréciation des faits en tant que telle est souvent reprise par les juridictions. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est exactement comme devant le juge judiciaire, on est dans une situation où le juge n'a pas l'appréciation technique, n'a pas les connaissances techniques nécessairement requises pour pouvoir refaire le dossier. Ça a toujours été comme ça, et laisse aux spécialistes effectivement le soin de l'autorité spécialisée, le soin d'apprécier les faits. Dernier mot pour ce rappel du contrôle également de la norme, qui est extrêmement important, qui aura tendance à se multiplier. On l'a vu, Madame Maréchal l'a vu sur un communiqué de l'AMF en matière de données personnelles. C'est la CNIL qui a été retoquée sur le ciblage publicitaire avant l'entrée en vigueur de la réglementation e-privacy. Ce sont encore pour le moment des éléments assez isolés, mais c'est un contrôle qui est extrêmement important pour pouvoir se remettre et rentrer effectivement dans cette hiérarchie des normes qui a été décrite par Michel Prada tout à fait au départ, et qui est effectivement l'emplacement où elle doit se trouver. Le mot de conclusion serait ici pour moi celui de dire qu'il y a une évolution très importante des autorités administratives indépendantes dans leur ensemble, dans le sillage de ce que l'AMF notamment a vécu, c'est-à-dire la montée en puissance du contentieux par la possibilité d'avoir une capacité de sanction, impose un certain nombre de changements de braquet, si je puis dire, des autorités en tant que telles. J'aime bien parler de la CNIL d'abord parce que je la connais bien, et puis parce que cette évolution est particulièrement visible chez elle. Au départ, on allait voir la CNIL. On allait lui poser des questions en amont de la procédure de conformité pour interroger sur l'appréciation qui pouvait être faite de la trajectoire de conformité ou du programme de conformité qui était envisagé. On devait déclarer un certain nombre de choses en amont, et on avait un dialogue préalable qui pouvait
pouvait ou aurait pu laisser donner l'impression d'un arrangement, enfin d'arrangement possible qui existe vis-à-vis d'une norme qui devrait être la même pour tous. Par l'entrée en vigueur du RGPD et de ces procédures de sanction, de cette obligation d'auto-certification, si je puis dire, on est entré dans une dimension tout à fait différente, qui est celle d'un abandon progressif de l'ensemble de cet aspect conseil préalable pour un contrôle a posteriori en fonction d'une norme qui est applicable pour tous et pour laquelle l'autorité administrative indépendante fixe un cadre qui est un cadre unique pour tous. Ce qui veut dire que, en réalité, la contrepartie de la facilité d'accès que l'on avait vis-à-vis de l'autorité au préalable, en allant l'interroger, en allant tenter de régler en amont, et le prix à payer, je dirais, pour un contrôle effectif de la norme a posteriori et la possibilité également d'aller contester devant le juge l'effectivité, la validité de la norme par ailleurs. Donc cette évolution de cette juridiciarisation par l'arrivée des sanctions, par ce contrôle a posteriori qui est protéiforme, est sans doute doit être, en tout cas à mon sens, être vue comme une avancée également ici pour retourner dans la belle pyramide que nous avait dressée Michel Prada au début de notre webinaire. J'en ai terminé en ce qui me concerne. Nous avons deux questions qui ont été, enfin nous avons plusieurs questions qui ont été posées ici par l'Assemblée. J'en ai un certain nombre d'autres que nous pourrions échanger. J'aurais aimé interroger notamment nos deux intervenants sur le rôle croissant des autorités de régulation où l'on doit mettre ici en parallèle le fait qu'il est dû à une complexification des situations parce que le cadre juridique évolue et se complexifie, mais également avec une question lancinante qui est de se demander si une partie du rôle croissant des autorités de régulation ne serait pas non plus due à une inflation législative très importante. Est-ce que, Michel Prada, est-ce que vous avez une opinion sur le sujet? Écoutez, pas véritablement, parce que je pense malheureusement que l'inflation législative est un phénomène presque postérieur au développement des autorités administratives indépendantes. Il est à la fois sociétal et politique. Nous en connaissons la cause. Moi, j'ai connu un État plus sobre, j'ai connu un Parlement à la fois peut-être plus engagé et moins verbeux, entre guillemets, dans l'expression de la loi. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de lien véritablement entre les deux phénomènes. Mais je déplore effectivement l'inflation législative qui, d'une manière générale, s'inscrit d'ailleurs dans un processus auquel les autorités administratives sont confrontées, que vous avez, je suis un peu en désaccord avec vous là-dessus, vous-même évoqué, qui est la culture hypertrophiée du process. Je crois que la tendance du monde juridique à vouloir tout traiter sous la forme de process complexes et de nature identique a en soi des risques extrêmement majeurs, sinon pas mortels. Je pense que trop de process tue le process et que dans un monde qui s'internationalise, nous n'échapperons pas à faire attention à ce que nous ne soyons pas en avance sur nos concurrents. Le résultat pratique d'un dispositif trop lourd, trop complexe, pas suffisamment agile, où on veut faire application des principes du droit romain mal interprétés à l'ensemble des process administratifs et d'autorités administratives, fait fuir le public vers d'autres lieux. Ce n'est pas pour rien
que le droit britannique a pris le pas sur le droit continental. Ça tient beaucoup à ça. Alors, il y a une chance, c'est que le droit anglo-saxon se fait de plus en plus processuel lui aussi. Donc c'est l'univers entier qui va bientôt se consacrer à gérer des procédures plutôt qu'à délivrer des biens et services. Moi, je suis un peu inquiet de ça, je dois dire. Et c'est pas lié aux autorités administratives indépendantes, c'est sociétal. Il y a un petit point, si vous me permettez, avant de céder la parole à Anne, qui a peut-être un commentaire différent à faire, que je voudrais faire un peu en contradiction de ce que vous avez dit aussi. Le droit mou, pas une invention des autorités administratives indépendantes. Moi, j'ai été directeur d'administration centrale pendant de nombreuses années. Il y a la loi, il y a le règlement, et puis il y a les instructions, et puis il y a les circulaires, et puis il y a les notes de service. Et la question, c'est de savoir pourquoi on fait ça. C'est pas pour exercer un pouvoir administratif mesquin visant à imposer au public l'impérium du petit fonctionnaire. C'est le plus souvent pour essayer de rendre praticables des choses qui, dans des univers complexes, supposent qu'on les précise, qu'on les organise. Mais ça n'échappe pas au contrôle. Ce n'est pas, là je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que, Anne pourra réagir mieux que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que les opérationnels de l'AMF imposent leur impérium à travers le droit mou pour délivrer des agréments. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que j'ai vécu. La plupart du temps, nous avions des commissions consultatives variées par sujet, et puis on essayait de se mettre d'accord pour dire ensemble, écoutez, voilà, il faut mettre en place ce dispositif, quelle est la méthode la plus commode? C'était fait avec les professionnels, c'était fait pour faciliter le travail, c'était pas pour imposer des règles qui seraient propres à la satisfaction personnelle des agents de l'autorité des marchés financiers. Je m'arrête là. Vous m'autorisez juste de rebondir là-dessus. Bien entendu, ce n'était pas l'AMF qui était en cause ici. C'est une autre autorité administrative indépendante. Mais je pense qu'il est extrêmement important pour l'auditoire d'entendre le rappel du principe. Le principe, il est tel que vous l'avez rappelé, Monsieur Prada. Ensuite, il y a effectivement la question de savoir jusqu'à quand, jusqu'où l'autorité administrative peut effectivement tenter d'influer sur le process, sur la procédure de conformité d'une société, d'un organisme, d'une organisation qui vient se présenter devant cette autorité et de pouvoir effectivement discuter de la manière avec laquelle elle doit gérer elle-même son propre fonctionnement. Et ici, il y a pour avoir vécu une possibilité je dirais pas crispation, mais enfin en tout cas d'une difficulté qui est posée ici parce que en réalité le choix il est assez binaire. Soit on applique comme la procédure telle qu'elle a été édictée par l'autorité, soit on n'a pas d'agrément. On pourra toujours aller faire tous les recours de la terre que l'on voudra. Ça ne permettra pas effectivement de répondre ici à l'impératif qui est un impératif de réglementation. C'est sur ce point-là qui est pas un point où l'on pousse effectivement, que je voulais mettre en lumière, mais qui doit être traité avec toutes les pincettes que vous avez rappelées. Madame Maréchal. Oh, moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Michel Prada sur ce sujet en particulier. On est tellement, lorsqu'on édicte notre réglementation, y compris la plus fine, hein, notamment les règles d'agrément, auxquelles d'ailleurs la loi renvoie à nos instructions hein, ou à règlement général, et on le fait tellement en concertation avec les professionnels qu'on n'a pas de marge de manœuvre pour décider comme ça de façon arbitraire si on accorde un agrément ou pas. Et en tout état de cause, moi, je veille à ce qu'on fasse du droit à l'AMF
l'AMF. Et je rappelle que quand on n'a pas forcément envie de donner un agrément, eh bien, il faut avoir de bonnes raisons pour le refuser et que ces raisons doivent être dans les textes. Donc, je ne crois pas qu'il y ait trop de risques à cet égard à l'AMF. Sur la question du lien entre l'inflation législative et les pouvoirs des autorités de régulation, moi, je ne suis pas sûre non plus de ce lien. En revanche, je suis aussi très préoccupée de l'inflation législative et surtout de son instabilité. On a à peine transposé une directive qu'elle est déjà au niveau européen, qu'elle est déjà en révision. Et puis surtout, on a une énorme complexité de la réglementation. On voit bien avec notamment nos petits acteurs, les sociétés de gestion de taille modeste notamment, elles ont beaucoup de mal à suivre l'évolution de la réglementation et c'est normal parce que c'est une très grande complexité et d'ailleurs en tant que juriste je trouve qu'on ne peut que déplorer la façon dont les textes européens sont rédigés. Vous avez aujourd'hui des directives qui ressemblent à des règlements tant elles sont détaillées. Et vous avez des règlements qui sont de plus en plus nombreux, qui doivent donc s'appliquer directement, qu'on ne peut pas reprendre dans notre règlement général d'ailleurs, parce qu'on n'a pas le droit et ce qui nuit à la lisibilité de la réglementation, mais surtout qui sont conçus comme des directives, c'est-à-dire qu'ils proposent des options, ce qui n'est pas du tout normal hein, dans la façon de rédiger des textes. Donc au final, on a, je trouve, une production, notamment, je suis assez critique au regard du niveau européen, de textes qui sont nombreux, pas clairs, conçus pas forcément comme il faudrait. On sait bien que c'est souvent parce que c'est le résultat des négociations hein, entre États qui rendent les choses très complexes, mais je vous assure qu'il m'est arrivé dans l'exercice de transposition qu'on essaye de faire le plus littéral possible, de ne pas savoir ce que voulait dire le texte. Et en ayant été chercher les traductions allemandes, anglaises ou autres, vous voyez, on ne comprend pas, donc je ne peux pas faire du littéral puisque ça ne voudrait rien dire, donc je fais ce que je peux. Et donc c'est quand même pas très normal. Ça c'est le pain et le beurre, comme disent les anglo-saxons, des praticiens de la conformité, justement, d'essayer de comprendre et de deviner par la comparaison des différentes versions ce qui est l'essence même de la réglementation. À ce titre-là, je peux apporter un exemple très récent qui date de la semaine dernière où nous sommes arrachés les cheveux et vous voyez qu'il m'en reste peu avec un de mes confrères de notre bureau en Belgique qui est lui-même autrichien, donc germanophone comme moi, et nous avons sur 3 versions différentes du même règlement essayé de comprendre ce qui était effectivement l'essence même de la notion. Et nous sommes arrivés à la nécessité de devoir prendre les choses en main et de donner notre interprétation plutôt que d'avancer. Donc je saisis parfaitement votre remarque ici et le désarroi qui peut être celui. Si c'était aussi simple, il ne suffirait que d'appliquer. Mais justement, nous devons être beaucoup plus intelligents et devons essayer de le faire de manière avec une valeur ajoutée certaine. Parmi les questions qui sont posées ici, je vois comment se met en place la coordination entre les autorités de régulation et les autorités plus anciennes, comme la DGCCRF. Moi, je peux apporter un éclairage sur le sujet. C'est quelque chose qui est utilisé de manière de plus en plus courante par certaines autorités administratives indépendantes. J'ai en tête, par exemple, la CNIL, quand il s'est agi d'aller regarder ce que de pouvoir avoir un véritable impact sur le terrain du contrôle de conformité des politiques de protection de données par un certain nombre de GAFA. Donc, c'est quelque chose, cette coopération entre les autorités est un phénomène que l'on peut observer de ce point de vue-là. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on a conclu un certain nombre d'accords
formel avec plusieurs autorités pour échanger des informations. C'est autorisé par la loi. Et nous faisons en pratique aussi des actions communes. Par exemple, avec la DGCCRF, nous faisons des actions de sensibilisation, notamment sur la commercialisation des produits complexes, par exemple, financiers complexes, des choses comme ça. On a aussi des liens avec Tracfin, la CPR, enfin, l'AFA. Et tout ça est assez fréquent et on échange, on se rencontre pour échanger sur un certain nombre de dossiers. On peut peut-être dire qu'il y a deux situations un peu différentes. Il y en a une qui est celle qui est probablement majoritaire à l'AMF, dans laquelle le principal interlocuteur, en l'occurrence la direction du Trésor, est une administration centrale. Et donc là, la relation est, j'allais dire, assez fluide, assez facile avec le commissaire du gouvernement d'une part, et puis un travail presque quotidien entre les bureaux concernés de la direction du Trésor et l'autorité administrative indépendante. Et puis, il y a le cas où l'action de l'autorité indépendante peut être en parallèle, en connexion avec d'autres organismes qui interviennent eux aussi sur le terrain. Et là, c'est ce que vient de dire Anne Maréchal. Moi, je suis parti de l'AMF à l'époque où on a organisé la coopération organique entre la CPR et l'AMF pour la protection du consommateur. Traditionnellement, on considérait que le contrôleur prudentiel était plus intéressé par les problèmes de risque dans le domaine de la banque et de l'assurance et peut-être un peu moins par les considérations consommateurs. De l'autre côté, la protection de l'investisseur était à la base du travail de l'AMF, mais assez rapidement, on se rend compte que finalement, le régulateur bancaire et d'assurance peut avoir à traiter des problèmes de consommateurs. Et le résultat, c'est qu'on a construit une structure, là encore, pour travailler en rond. Je tiens beaucoup à cette image, comme je tiens beaucoup à l'image de l'arbitre. Par parenthèse, j'en profite pour dire que j'ai toujours été un peu impressionné, et pardonnez-moi de mettre un peu en cause la profession des avocats dans ce domaine, par leur très grand goût de la judiciarisation. Parce que si on judiciarise le travail de l'arbitre, alors c'est pas la peine d'avoir des autorités administratives indépendantes, il faut généraliser le fonctionnement des tribunaux. Je suis pas sûr que le fonctionnement d'un tribunal pour arbitrer un match de foot permettrait de le déployer au rythme où normalement il doit se déployer. Ça, c'est tout le sujet, justement. C'est-à-dire que ce phénomène de judiciarisation, qui est également une des questions que nous avons listées parmi celles qui nous sont posées par l'auditoire, est un phénomène qui est un phénomène croissant, donc sur lequel on voit on entend votre réserve, parce que cette réserve part d'un principe qui est de dire que chacun des intervenants doit être à sa place et doit être reconnu en tant que tel, comme étant à sa place. Tout cela est juste. Mais la seule manière d'effectuer et d'assurer ce contrôle, de faire en sorte qu'on puisse avancer sur des procédures qui soient le plus communément acceptées, on a le choix soit de faire confiance à une individualité, ou en tout cas à une institution qui est l'arbitre, soit alors de créer cette confiance par le biais des avancées progressives qui sont apportées par les décisions de justice sur la manière avec laquelle le procès est conduit, et qui va permettre d'en garantir le fonctionnement. C'est tout l'apport de la jurisprudence, notamment rendue sur les procédures AMF, qui a permis effectivement de donner aujourd'hui une garantie aux justiciables qui est extrêmement importante. Donc c'est sans doute
un mal nécessaire, si je prends je me place de votre point de vue, en tant que praticien du droit, je dirais que c'est une absolue nécessité. Vous avez, alors, il y a, pensez-vous que le futur de la régulation au niveau européen passera nécessairement par le développement des pouvoirs des organismes de régulation européens déjà existants, tels que l'ESMA, l'Autorité européenne des marchés financiers, voire la création de nouveaux organismes de régulation? Madame Maréchal. Je peux peut-être faire un petit historique avant de donner la parole à Anne. Je peux peut-être faire un petit historique parce que je trouve que c'est assez intéressant de regarder ce qui s'est passé. Moi, quand j'étais président de la COB en 1995, il y avait un déjeuner annuel des présidents d'autorités des 15 pays à l'époque, et c'était la seule coordination qui existait entre nous. Et au 30e anniversaire de la COB en 1997, nous avons créé ce qu'on a appelé le FESCO. Nous l'avons créé par nous-mêmes et nous l'avons installé à Paris, ce qui n'était pas neutre pour la suite. Le FESCO, c'était un club de régulateurs qui parlaient entre eux et qui ont essayé de favoriser un mouvement vers la coordination européenne. Et puis FESCO a donné lieu à ce qu'on a appelé le processus Lamfalussy, et le processus Lamfalussy a débouché sur la création de ce qu'on a appelé à l'époque le Comité européen des régulateurs de marché, qui était lui aussi un organisme assez informel, mais qui était déjà reconnu par la Commission européenne et qui commençait à devenir l'embryon d'une organisation européenne. Et puis après la crise financière, on l'a transformé en ESMA. Et puis on lui a donné à cette ESMA quelques pouvoirs spécifiques sur par exemple, les agences de notation. Mais pour le reste, chacun des pays est resté accroché à sa régulation, son dispositif, et beaucoup de nos amis sont très réticents à l'idée de transférer des pouvoirs au niveau européen. Moi, je ne crois pas personnellement qu'on puisse bâtir un marché unique des capitaux, un marché unique des services financiers, si on ne construit pas le plus vite possible un dispositif de type à l'américaine hub and spoke, dans lequel il y a un organisme central et puis des correspondants locaux. Donc je pense personnellement qu'il faut aller dans cette direction. Non, moi, je crois effectivement que c'est le sens de l'histoire. On voit bien que ça va vers de plus en plus de pouvoir aux organismes européens. D'ailleurs, dans le domaine bancaire, les organismes européens ont plus de pouvoir que dans le domaine des marchés. Aujourd'hui, l'ESMA, effectivement, n'a encore que peu de pouvoir propre en dehors des agences de notation. Et c'est vrai que la France est traditionnellement favorable à ce que l'ESMA voit ses pouvoirs renforcés, y compris de sanctions, mais la plupart de nos homologues sont très réticents pour ça. Et on est très, très minoritaire quand on demande le renforcement des pouvoirs de l'ESMA. Nos homologues considèrent qu'il ne faut pas priver les États de ses compétences de terrain, que l'ESMA est trop loin, que l'ESMA ne saura pas gérer ça comme le ferait un régulateur national. Mais néanmoins, je pense aussi que c'est la tendance de fond. Il est clair que la situation actuelle crée à la fois un peu de désordre et puis surtout un risque d'arbitrage réglementaire. Et ça, en matière de marché, c'est terrible. Parce que les institutions, les capitaux se déplacent à toute allure. Et si vous avez des dispositifs qui sont appliqués de manière hétérogène au sein d'une zone que l'on cherche à intégrer sur le plan des mouvements de capitaux et des marchés financiers, vous avez évidemment des risques de conflictualité très grande et d'inefficacité très grande. La SEC a des représentants dans les États américains. Je me rappelle certaines très grosses affaires qui ont été détectées, non pas par la SEC à Washington, mais par ses représentants à Boston.
et qui ont donné lieu à des instructions tout à fait considérables. Moi, je suis convaincu qu'il faut aller dans cette direction-là. Ça, vous voyez, c'est un excellent mot de conclusion pour ce webinaire. Nous avons commencé sur des autorités administratives indépendantes. Nous voyons que nous ne sommes que sur un cheminement dans un parcours historique un petit peu plus large pour pouvoir permettre justement d'aboutir à je dirais, un service rendu même aux citoyens et aux justiciables encore plus grand. Je voudrais ici remercier infiniment Madame Anne Maréchal et Monsieur Michel Prada. Ça a été un grand plaisir de présenter ce webinaire avec vous et remercier également nos auditeurs pour leur attention. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.